qu'on appelle aujourd'hui les arêtes de poissons, parce qu'on n'a pas de nom précis à donner, c'est un immense souterrain qui fait plusieurs kilomètres et qui est sous la colline de la Croix-Rousse à Lyon. Qui est au-dessus du tunnel de la Croix-Rousse, qui part du niveau du Rhône et qui monte en escalier jusque sous le boulevard de la Croix-Rousse. Mais ça, c'est qu'une partie de cet ouvrage qui a des extensions vers l'ouest, sans doute peut-être jusqu'à la Saône, on verra pourquoi, et puis aussi vers le nord-est, jusqu'à Miribel, une quinzaine de kilomètres. Alors, pourquoi ces souterrains? C'est la bonne question. Si on veut comprendre la chose, à mon avis, il faut commencer au temps où l'Europe était couverte de glaciers. Et notamment, il y avait le glacier du Rhône, qui est aujourd'hui une ridicule langue de glace à la Furca, mais qui allait jusqu'à Lyon. Et comme tout glacier, ce glacier apportait des moraines, c'est-à-dire des roches qui étaient tombées des montagnes et qui étaient rejetées sur l'avant du glacier et qui se déposent au moment où le glacier cesse de progresser. Et la colline de la Croix-Rousse est une colline morainique faite avec des pierres venues des Alpes. Et le glacier a aussi laissé des cours d'eau, puisque la glace s'est retirée, mais les cours d'eau ont continué à couler. Et notamment, autour de la colline de la Croix-Rousse, se sont rejoints la Saône et le Rhône, les deux rivières qui font le site de Lyon, puisqu'elles se rencontrent à Lyon. Et c'est là qu'est la clé, à mon avis, clé symbolique, mais pas que. Parce que le symbole, c'est une chose, mais symbole, c'est pas quelque chose qui sert à faire joli, c'est quelque chose qui agit et qui cache, tout en la révélant, une réalité active. Et donc, la Saône est un cours d'eau de type féminin, puisqu'on dit la Saône, et le Rhône est un cours d'eau de type masculin. Et leur nomination, en fait, renvoie aux composantes essentielles de l'alchimie, c'est-à-dire que nous avons la Saône qui est le mercure et le Rhône qui est le soufre. L'un féminin, l'autre masculin. Qu'est-ce que le mercure en alchimie? C'est un principe qui recoupe le message, ou on pourrait mieux dire aujourd'hui l'information. Et la Saône est bien placée pour ça, puisque Jules César se demandait dans quel sens elle coulait, et la Saône reflète le ciel, tellement le cours d'eau est lent. Et donc la Saône reflète le ciel, donc reflète le message. Et quel est le dieu qui apporte le message sur Terre? C'est Mercure. Avec ses petites ailes, c'est l'envoyé. Et d'ailleurs, Lyon est dédié à Mercure. Dieu du message, de l'information, Dieu aussi des voleurs et du commerce. Le Rhône, lui, est un cours d'eau beaucoup plus dynamique, puisqu'il coule depuis des glaciers qui sont situés à plus de 2000 mètres d'altitude. Et à Lyon, il avait encore, avant qu'on ait fait un barrage, un cours d'eau très tumultueux. Et le soufre en alchimie, c'est le mouvement, c'est-à-dire l'action. Et donc pour faire une réalité, quelle qu'elle soit, un objet, un être vivant, un humain, un site, n'importe quoi, il faut qu'il y ait conjonction entre un message, une information, une idée si vous voulez, et une volonté, c'est-à-dire une action de mettre l'idée en mouvement dans la réalité classique. Donc il faut faire en sorte que se rejoignent le message et le mouvement. Et donc vous l'avez deviné, Lyon est un confluent, et bien dans le lieu de la ville se rejoignent le soufre et le mercure. Et quand on rejoint le soufre et le mercure, il faut sceller cette union, c'est-à-dire, c'est le troisième grand principe alchimique, c'est le sel. Le sel, c'est une matière purifiée, je reviendrai là-dessus parce que c'est très important, c'est une matière purifiée qui unit deux principes, le mouvement et le message. Pour continuer avec l'alchimie, un adage alchimique très précis vient d'un moine du XVIe siècle, Basile Valentin, qui a inventé un acronyme qui s'appelle le vitriol. C'est un acronyme latin, visite, que je traduis en français, visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée.
Or ça s'applique aux arêtes de poisson, puisqu'on va visiter l'intérieur de la Terre, on va rectifier, c'est-à-dire on va faire une construction droite, rectiligne, et non pas chaotique, donc en rectifiant, en rendant droit, et tu trouveras la pierre cachée. La pierre cachée, c'est le message qui est contenu par une pierre, donc une matière, c'est-à-dire un sel très purifié. Voilà en gros le principe des arêtes de poisson, et qui ont, à mon avis, ce principe qui est connu depuis la nuit des temps. Les Égyptiens, bien sûr, connaissaient l'alchimie, mais aussi Sumer, et sans doute on pourrait remonter beaucoup plus haut pour découvrir les origines de cette connaissance extraordinaire qui a irrigué non seulement l'Orient, puisque les Chinois connaissaient bien sûr l'alchimie, mais l'Égypte, la Grèce, avec l'hermétisme, Hermès, le dieu des alchimistes, si je puis dire, et puis toute la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Alors, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc Lyon est le lieu d'un confluent. Lyon est un sel. C'est une ville qui scelle. Et elle scelle le soufre et le mercure, comme elle fait réunir par un mariage qui pourrait être chimique, comme dirait Christian Rosenkreuz, une noce chimique, comme on dit en alchimie, le soufre et le mercure, l'homme et la femme. Mais les peuplades primitives, dites primitives, connaissaient certainement ou ressentaient l'alchimie et la force d'un lieu. Et ils ont ressenti la force de ce lieu de confluence qui fait se rejoindre le message venu des dieux et une action qu'on va pouvoir organiser, sceller dans une matière pour l'intégrer dans notre réalité quotidienne. Et donc ces peuples, c'est ce qu'on appelle le principe d'un lieu sacré. Et donc le site de Lyon est un lieu sacré parce que c'est dans ce lieu que se rencontrent le ciel et la terre. Ce qui nous amène aux Celtes et aux Gaulois qui ont fait de Lyon un lieu cultuel, sans doute situé sur la colline de Fourvière et peut-être aussi sur la colline de la Croix-Rousse. La colline de la Croix-Rousse a l'avantage d'être entre les deux fleuves. Donc elle est tout à fait indiquée pour faire réunir le soufre et le mercure, le Rhône et la Saône. Effectivement, et pour les faire se réunir, il faut qu'ils se réunissent à l'intérieur de la Terre, et vous êtes bien embêtés si vous avez un confluent de deux cours d'eau important, si vous creusez, vous trouverez la nappe phréatique, vous trouverez de l'eau. Donc c'est impossible de faire un souterrain à l'endroit d'un confluent si on ne peut pas y creuser. Alors que si vous avez une colline, donc de la terre, entre les deux fleuves, vous pouvez creuser sans être inondé, puisque vous êtes au-dessus du niveau des deux fleuves. Ce qui explique la place des arêtes de poisson. On a fait un souterrain qui est entre deux cours d'eau, mais au-dessus de leur niveau, donc à l'abri de l'eau. Et ainsi, on peut faire se réunir le principe du mercure et le principe du soufre à l'intérieur de ce souterrain. Et si vous vous souvenez de l'adage alchimique de Basile Valentin, le vitriol, il faut rectifier. C'est pour ça qu'on va faire un souterrain qui sera un souterrain extrêmement géométrique, c'est le cas des arêtes de poisson, comme on le verra tout à l'heure. Donc on a deux collines, l'une plus majestueuse, un peu plus haute, qui est Fourvière, et l'autre plus secrète, qui est la Croix-Rousse, mais c'est cette colline-là qui va nous intéresser. Les Celtes ont sans doute fait leur sanctuaire sur la colline de Fourvière. On a retrouvé, c'est un détail, on a retrouvé des ossements sur la colline de Fourvière qui étaient antérieurs à la colonisation romaine, donc des ossements gaulois. On pense que les Gaulois faisaient, comme beaucoup de peuples, des sacrifices humains. Et on en déduit qu'un lieu de culte était sur la colline de Fourvière. Arrivent les Romains. Évidemment, les Romains, qui sont un empire conquérant, sont beaucoup plus séduits par le côté exotérique, le côté visible. Donc ils installent leur ville romaine sur la colline de Fourvière. Mais comme ils viennent de conquérir la Gaule, ils ne veulent pas se mettre les Gaulois à dos.
Donc il leur donne la Croix-Rousse. Et c'est pour ça que les Romains vont faire, en -12 avant Jésus-Christ, un sanctuaire des Trois Gaules sur la colline de la Croix-Rousse. Le grand sanctuaire consacré aux dieux proprement romains était, lui, réservé à la colline de Fourvière. Donc les Romains, sous l'autorité d'Auguste, vont construire un sanctuaire dédié aux Gaulois. Ils vont l'appeler le sanctuaire des Trois Gaules. Pourquoi Trois Gaules? Parce qu'il y en avait 4, comme les mousquetaires, mais il y en avait une qui était déjà romaine depuis bien avant Jules César, c'est la Gaule narbonnaise, la Provence, où il y a l'Orange, Narbonne, Vaison-la-Romaine, Saint-Rémy de Provence, avec plein de villes romaines, Vienne, ça montait jusqu'à Vienne. Et donc, ils vont construire un sanctuaire pour unifier les 3 autres Gaules, donc c'est à peu près toute l'Europe de l'Ouest. Donc Lyon a pour fonction, voulue par l'empereur Auguste, d'unifier les 3 Gaules et les 60 tribus gauloises qui habitaient ces 3 Gaules en faisant une grande fête au mois d'août pour unifier et faire venir les représentants de ces tribus. Pour ça, il faut plusieurs choses. Il faut faire un lieu sacré, donc un sanctuaire. Ce sanctuaire, il va être construit sur le sommet de la Croix-Rousse. Les archéologues ne savent pas exactement où il était, on l'a situé à mi-pente. Personnellement, je le situerais en haut de la Croix-Rousse. À mon sens, le sanctuaire n'est pas construit sur un plan romain, puisqu'on n'y retrouve pas les caractéristiques d'un temple romain, mais construit sur un plan celte. L'implantation gauloise va faire un sanctuaire sur la colline de Fourvière. Mais elle va aussi s'intéresser, à mon sens, à la Croix-Rousse et faire en bas de la Croix-Rousse, au pied de la Croix-Rousse, des souterrains annulaires. C'est des souterrains qui sont en cercle. Pourquoi sont-ils en cercle? Eh bien, parce que c'est sacré le cercle. Vous avez Stonehenge, qui est sacré, vous avez Delphes, c'est la Tolos, qui est sacré. Et on pense qu'il y en avait un au niveau de la place des terreaux. Donc le sanctuaire des Trois Gaules, on le situe soit à mi-pente, soit au sommet de la Croix-Rousse, et il était extrêmement discret. C'est pas un temple romain comme celui d'Auguste et de Livie à Vienne, ou la Maison Carrée à Nîmes, avec un fronton et des colonnes. C'est quelque chose de très différent. Vous avez 2 colonnes, ils font environ 13 mètres de haut. Et entre les colonnes, vous avez un parallélépipède, un cube allongé. Et au-dessus des colonnes, vous avez ce qu'on a appelé 2 victoires, qui toutes les 2 tendent le bras avec une couronne de laurier. Ce sanctuaire était, à mon sens, au bout du plateau de la Croix-Rousse, face à l'est, et dans une orientation est-ouest. Ce qui recoupe déjà la structure du temple de Salomon. Vous avez 2 colonnes, comme les 2 colonnes du temple de Salomon, Jacquin et Boaz, qui auront un succès dans la franc-maçonnerie. Et puis vous avez un parallélépipède dans ces 2 colonnes qui fait penser à un coffre. Qui dit coffre dit arche, arca en latin, et qui dit arche avec 2 colonnes et le temple de Salomon dit arche d'alliance. Surtout que l'arche d'alliance du temple de Salomon était surmontée de 2 chérubins, qui soit par leurs ailes faisaient comme une arcade, une voûte au-dessus du coffre. Et les 2 victoires qui sont au-dessus, de part et d'autre du parallépipède du sanctuaire des Trois Gaules, font la même chose. En plus, le temple de Salomon était orienté est-ouest, exactement comme le sanctuaire, je l'imagine, des Trois Gaules. En plus, pour finir avec cette orientation, elle est liée à des montagnes. L'une, c'est le Mont Blanc, qu'on voit extrêmement bien du bout du plateau de la Croix-Rousse, et l'autre, c'est le Puy-de-Dôme. Ça fait une ligne. Et entre à peu près à mi-chemin de ces 2 montagnes, vous avez Lyon. À nouveau un carrefour, à nouveau une confluence de 2 montagnes.
va rester sur la partie extérieure du sanctuaire, parce qu'il y a encore d'autres choses très intéressantes qui ont été analysées par Daniel Frascone, qui est un archéologue lyonnais, et qui a remarqué plusieurs points intéressants. C'est que la colline de la Croix-Rousse était organisée extérieurement comme une pyramide. En plus, ce serait une pyramide à degrés. Donc l'extérieur de ces sanctuaires est intéressant, et comme beaucoup de sanctuaires, il y a aussi une crypte. Comme une église, vous avez une crypte. Et à mon avis, la crypte du sanctuaire dit des Trois Gaules, c'est les arêtes de poissons, qui se situent exactement sous le boulevard de la Croix-Rousse, qui était le plateau du sanctuaire. Le sanctuaire ne marchait qu'en réunissant le bas et le haut. Dans une pyramide, en fait, de quoi s'agit-il quand on fait une pyramide en Égypte? On fait une colline élevée, comme la Croix-Rousse, d'ailleurs Khéops c'est à peu près la même hauteur, et dans cette colline, on va faire une structure géométrique, qui seront les fameuses galeries qu'il y a à l'intérieur maintenant de la grande pyramide, avec la célèbre montée, la chambre du roi, la chambre de la reine, et un réseau de souterrains extrêmement géométrique et extrêmement mystérieux. Et bien sous la colline de la Croix-Rousse, vous avez un réseau souterrain qui a été construit sur une géométrie qui peut faire penser à une géométrie égyptienne. On a d'ailleurs remarqué, c'est une égyptologue qui me faisait remarquer que ça faisait penser la géométrie des arêtes de poissons faisait penser au Sérapéum d'Alexandrie ou au Sérapéum qui était à Saqqara, par exemple. Alors à quoi ressemble le souterrain des arêtes de poissons? Pour les commenter, ces images, vous avez un corps, si vous voulez, un centre, on pourrait dire un saint des saints, de ce souterrain qui est constitué par 9 galeries superposées en étages. Un peu comme à l'extérieur, vous aviez la rue Burdeau, la rue René-Lénaud, etc., etc. À l'intérieur, mais pas dans le même axe, vous aviez 9 souterrains qui font chacun 60 mètres de long, qui sont divisés en deux. Donc chaque arête, comme il y en a 9, ça fait 18 souterrains de 30 mètres de long, construits sur comme des arêtes, sur une colonne vertébrale. Après, vous avez 3 autres souterrains, plus 2 autres souterrains, aussi en arêtes, ce qui fait un total de 16 arêtes multipliées par 2, vu que c'est rigoureusement symétrique, comme le corps humain, comme une pyramide, comme un temple. La symétrie est très très importante. Et donc ça vous fait 32 arêtes de poissons, plus une petite arête superposée à un endroit, qui fait qu'on arrive à 33. 33 qui est un nombre sacré, qu'on retrouve aussi dans les grades maçonniques, qu'on retrouve avec l'âge du Christ, qu'on retrouve un peu partout. Alors à quoi servaient ces arêtes? On a dit que c'était pour stocker des armes, pour stocker du blé, pour stocker des métaux précieux comme de l'argent. De toute façon, c'est très peu praticable, et un stock quand même, le but d'un stock c'est d'être facilement accessible, même si ce sont des choses précieuses, c'est difficile de ne pas y avoir accès de façon pratique. On a dit aussi que c'était une bibliothèque, mais pourquoi stocker des livres sous terre, c'est pas très approprié. À mon avis, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, de même que dans les tubes d'un xylophone ou d'un orgue, vous n'avez rien, vous avez que de l'air, c'est tout. Ce sont des enveloppes pour capter ce que fait un instrument de musique, pour capter une vibration et l'amplifier. Donc vous avez ces 32 arêtes et demie, ces 33 arêtes, qui constituent le corps de l'ensemble qui s'étage entre le niveau du Rhône et le sommet de la colline de la Croix-Rousse. À partir de là, vous avez 2 extensions. L'une qu'on appelle l'extension nord, qui devient parallèle au boulevard de la Croix-Rousse, à 10 mètres de profondeur, mais qui s'arrête, parce que les fouilles n'ont pas été faites pour aller plus loin, qui peut-être
c'est une hypothèse, pouvait aller jusqu'à la Saône, et l'autre qui prend naissance en bas de ce corps que je viens d'expliquer, au niveau du Rhône, et qui va sur 15 km en double voie, on retrouve toujours la symétrie, jusqu'à Miribel. Voilà l'ouvrage tel qu'il était. Certains archéologues pensent qu'il n'a jamais été terminé, ce qui est tout à fait possible, vu l'ampleur du propos. Mais en tout cas, les plans existaient, ça n'a pas été fait au hasard, ça a été fait avec une volonté précise et une organisation précise, qui est l'illustration de la formule alchimique que je disais tout à l'heure. En rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Alors y a-t-il une pierre cachée dans les souterrains? À mon avis, non. Certaines personnes disent qu'il y a un autre ouvrage souterrain sous les arêtes de poisson, et qui serait antérieur. Les arêtes de poisson, comme généralement tout monument cultuel, prend la suite d'un autre monument plus ancien. Une église se construit là où il y avait autrefois un dolmen, une construction néolithique, etc. Et donc les Romains et les Gaulois auraient construit ce souterrain sur un lieu déjà creusé avec... Alors qu'y avait-il très profond dans ce lieu? Certains m'ont dit un cristal. Qu'est-ce que c'est qu'un cristal? Un cristal, c'est une pierre qui s'est cristallisée, comme son nom l'indique, et qui s'est cristallisée de façon géométrique. C'est pour ça qu'en alchimie, le minerai d'antimoine, en le purifiant, donc, eh bien, plus on le purifie, plus il va se cristalliser de façon géométrique. Et au bout d'un certain moment, si on a de la chance, et si on a bien travaillé, la cristallisation va se faire sous forme d'une étoile à 5 branches. Donc figure géométrique parfaite. Donc, en rectifiant, c'est la géométrie qui va à la rencontre de la géométrie. Or, la géométrie, vous l'avez partout, parce que non seulement la matière est géométrique, mais l'univers est géométrique, le cosmos est géométrique, c'est que des sphères qui tournent, et selon des figures géométriques qui sont des ellipses, des cercles, etc., etc. Et ce qui permet la liaison entre le ciel et la terre, entre la géométrie du ciel et une géométrie à trouver dans le chaos, ordo ab chaos, comme on dit. Vous trouverez dans le chaos, vous construirez dans le chaos, d'un amas de pierres, une structure géométrique qui vous permettra de communiquer avec le ciel, ce qui fait que le haut et le bas sont pareils, d'où le principe hermétique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La géométrie du haut et la géométrie du bas se répondent, comme l'implantation des cathédrales ou des pyramides de Khéops qui correspondent à des constellations. Pour les pyramides de Khéops, c'est le baudrier d'Orion. Pour les cathédrales de Normandie, du centre de la France, c'est la constellation de la Vierge, par exemple. Pourquoi avoir fait tout ça? C'est-à-dire que cette idée de cristal fait que les arêtes de poisson ne sont là que pour relayer la puissance du cristal au fond de la terre et la montée vers le ciel. Alors quel est l'intérêt d'avoir fait ce sanctuaire? Un sanctuaire n'a d'intérêt que s'il est visité. Les archéologues disent que tous les ans à Lyon, au temps des Romains, il y avait les fêtes de Lyon. Fête de Lughnasad au mois d'août, fête du dieu Lugh, puisque le mois d'août en celte se dit Lughnasad, et donc les 60 tribus gauloises venaient se rassembler à Lyon pour faire du commerce et faire un concours de chant. D'où peut-être l'amphithéâtre des Trois Gaules. Une explication qui me semble possible, sans doute probable, mais pas unique. Si vous voulez faire déplacer une foule de tribus gauloises sur plusieurs centaines de kilomètres tous les ans, il faut qu'ils aient quelque chose à voir. Si c'est juste pour voir un concours de chant ou pour vendre de la bière, ça me semble un peu léger. Par contre, si dans le lieu où vous allez, vous avez deux facteurs d'attraction fondamentaux. L'un, c'est connaître l'avenir, c'est ce qui a fait le succès du sanctuaire de Delphes en Grèce, où on venait de partout pour entendre la Pythie. Et le deuxième facteur, c'est si vous êtes malade et chercher une façon de guérir qui échappe à la médecine puisqu'elle est impuissante, et donc on va chercher le miracle. C'est Lourdes, par exemple.
il y a beaucoup de monde à Lourdes, c'est parce qu'il y a des miracles. Donc le sanctuaire de Lyon devait faire des miracles. On en a la preuve. Vous avez la Vierge Noire sur Fourvière, et la Vierge Noire, si vous y allez, vous aurez des centaines d'ex-voto qui sont des remerciements au miracle qui a fait la Vierge. Vous avez toute une tradition lyonnaise thaumaturgique, dont le plus célèbre exemple, c'est Maître Philippe, Monsieur Philippe, mort en 1905, qui avait une renommée qui s'étendait dans le monde entier, qui est allé jusqu'en Russie. Donc il y a une puissance guérisseuse, si je puis dire, à Lyon. Il n'y a pas qu'à Lyon, mais il y en a une. Et la deuxième puissance, c'est la puissance divinatrice. Si vous avez accès à la géométrie de l'univers, vous avez accès à la géométrie de votre destinée. Recoupe un peu l'astrologie, mais ça va beaucoup plus loin, c'est ce que découvrait la Pythie. D'ailleurs, dans la Pythie de Delphes, c'est intéressant, d'où vient le nom de Pythie. Ça a deux origines. La première, c'est une origine mythologique. Dans la contrée de Delphes, il y avait un serpent horrible qui terrorisait la région, et le dieu Apollon est venu en secours au peuple de la région de Delphes, et c'est déguisé en dauphin, en grec, en latin, dauphin Delphinus, et donc ça a donné le nom de Delphes. Et déguisé en dauphin, il a tué le serpent, qui était un serpent python. Une fois qu'il a tué le serpent python, il a pris la dépouille du serpent et il l'a jeté au fond d'un puits, donc dans un souterrain. Le serpent s'est décomposé. Le serpent, vous voyez bien sûr qui c'est le serpent de la connaissance. Du passé, du présent, du futur. Donc le serpent s'est décomposé au fond d'un trou, dans un puits, et la femme, souvenez-vous tout à l'heure, la femme c'est le mercure, c'est le message, pas l'homme. La femme est le message. Et donc les femmes étaient sensibles aux émanations du serpent python et capables de les transcrire en prophétie, ce qui a fait la Pythie, Pythie du nom du python. Encore ? C'est le soufre et Mercure. Mercure, l'information, puis il faut quand même la mettre en action. Pour ça, il faut sceller ça dans un lieu qui peut être le lieu de Delphes, qui peut être le lieu de Lugdunum, la colline du dieu Lug. Le dieu Lug, qui a deux équivalents dans la mythologie antique, gréco-romaine, soit Apollon, c'est un dieu du nord, un dieu brillant, le soleil, soit le dieu Mercure, qui est le dieu aussi un peu technicien et qui est aussi brillant d'ailleurs, et avec l'équivalent chrétien qui est Saint Michel, qui domine la basilique de Fourvière. Michael, celui qui est brillant comme Dieu. On est dans une logique qui est peut-être délirante, mais il y a trop d'indices concrets, pratiques. C'est plutôt une synchronicité, on va dire, qui nous renvoie au destin d'un lieu et d'une ville. Et les arêtes de poisson sont donc au cœur de ce destin divinatoire. Au cœur des arêtes de poisson, on n'a rien trouvé, sinon des pierres pour tenir les voûtes, et c'est tout. Sur les pierres, il y a très très peu de graffitis qui permettraient d'identifier des constructeurs ou une destination. Il y en a un que j'ai filmé qui est Bituius. Alors c'est un mot latin,
Bon, ça ne veut rien dire parce qu'on parlait latin au XVIe siècle aussi, donc ça peut être laissé par des érudits du XVIe siècle ou par des soldats romains ou des constructeurs romains qui ont fait ces arêtes en moins 12 avant Jésus-Christ. Sauf que Bitouillous, ça c'est une injure, une grossièreté, peut-être, c'est aussi le nom d'un roi galate. Alors là, ça devient intéressant parce que ce que c'est que les Galates, les Galates sont des Gaulois, c'est le même mot. Et c'est des Gaulois qui ont quitté la Gaule pour aller dans l'Est, en Turquie, en gros, fonder la Galatie, d'où l'épître aux Galates, qu'on connaît dans la pensée, la théologie chrétienne. Et ces Galates, ils ont fait deux choses. Ils sont partis de Gaule pour aller vers l'Est, ils sont arrivés à Delphes. Ils ont pillé le sanctuaire de Delphes. Une partie a continué et s'est établie en Galatie, en Turquie, donc. Et ils ont fait la guerre avec les Romains, contre les Romains, en lien avec les Romains, enfin c'est très compliqué. Et l'autre partie est revenue en Gaule, avec, paraît-il, le trésor de Delphes, qu'ils auraient enterré en Haute-Loire. Légende, près du puits, en Velay. Et donc il y a un lien entre le sanctuaire de Delphes et les Gaulois et les arêtes de poissons. Parce que les arêtes de poissons, comme je vous l'ai dit, il y a une colonne vertébrale centrale et un prolongement qui va vers le nord. L'angle que fait l'arête avec le prolongement vers le nord, il y a un angle qui fait 23 degrés 5. C'est intéressant, parce qu'on le retrouve partout, et c'est donc pas un hasard. Et si on prolonge la colonne, la ligne qui fait la colonne vertébrale des arêtes de poisson, ce que j'ai fait, si on la prolonge, on arrive dans 3 endroits intéressants, situés en alignement, peu de choses près. Le premier, on va y revenir, c'est Castel del Monte, c'est-à-dire dans la Pouille, avec le château extraordinairement, on ne peut pas rêver mieux, géométrique, construit par Frédéric II de Hohenstaufen, au XIIe siècle, si mes souvenirs sont bons. Deuxième lieu, comme par hasard, on arrive à Delphes, donc lien avec Delphes, avec la Pythie, avec la divination. Et le troisième lieu, c'est le mont Carmel, une grotte, encore une grotte, où le prophète Élie avait fait venir, avait consulté ou fait une réaction de l'Éternel par rapport avec des langues de feu. Voilà. Donc on a les liaisons avec le ciel, la liaison avec la divination et la liaison avec la géométrie sur cet axe. C'est amusant quand même. Donc les arêtes de poissons sont bien liées à cet aspect des choses. Castel del Monte, c'est intéressant parce que c'est aussi assez proche du mont Gargan, Monte Gargano, qui est le lieu de culte de Saint-Michel. Il y a quand même un lien avec Saint-Michel, avec Frédéric II de Hohenstaufen. Ce qui est intéressant avec Frédéric II de Hohenstaufen, c'est qu'il a été roi de Jérusalem. Parce qu'il est originaire, c'est l'Empire romain germanique, mais il est originaire il vit toute son enfance en Sicile, au contact d'une part des Normands et des Arabes, il parlait arabe, et le pape, c'est la petite histoire, mais elle est juste, le pape lui dit, écoutez, il faudrait que vous fassiez quand même une croisade, c'est l'époque, XIIe siècle, et il n'a pas envie, puisqu'il est très ami avec les savants arabes, c'est un être extrêmement cultivé, Frédéric II de Hohenstaufen, donc il fait traîner les choses. Puis le pape se fâche, donc il dit, bon, il faut que je me lance dans la croisade, donc il s'embarque pour aller en Égypte. Et là, il rencontre les sommités arabes,
en disant mais je suis bien embêté, on me dit de faire la guerre contre vous, il va falloir que pour vous reprendre Jérusalem. Et il reste 6 mois à discuter. Alors de quoi il parle? Peut-être de géopolitique, mais à mon avis de choses plus ésotériques. Et à l'issue de cette discussion, les autorités musulmanes lui disent écoutez, c'est simple, on ne va pas faire la guerre, je vous nomme roi de Jérusalem. Frédéric II d'Hohenstaufen devient roi de Jérusalem, ce qui peut nous faire penser au fait que le sanctuaire des Trois Gaules ressemblait furieusement à une sorte de réplique du temple de Salomon à Jérusalem. Alors après les Romains, les arêtes de poisson tombent dans l'oubli, étant donné que c'est un monument païen et que l'Empire romain est devenu chrétien, donc il faut tout christianiser ou rejeter. Donc les arêtes de poisson ont été oubliées, le sanctuaire a été démoli. On a retrouvé un embryon de couronne dans les arêtes de poisson. C'est quand même étonnant qu'un bout de couronne des victoires du sanctuaire soit tombé dans les arêtes, ce qui prouve bien qu'il y a un lien déjà. Et puis surtout, on a démonté les 2 colonnes du sanctuaire pour s'en servir pour construire la basilique d'Énée. On les a coupé en 2 et ça fait 4 colonnes qui soutiendraient la coupole centrale au-dessus de l'autel de la basilique d'Énée. Mais c'est un petit détail qui montre que les arêtes de poisson sont tombées quand même dans un certain oubli, mais ont continué à fonctionner, à mon avis, et qui a continué à donner à Lyon une puissance prophétique. À noter qu'au XVIIIe siècle, les arêtes de poisson avaient été découvertes, une petite partie d'entre elles, par l'architecte Soufflot, qui construit le quartier Saint-Clair, qui est au bord du Rhône, à l'endroit justement où se trouve le bout des arêtes de poisson, et en creusant, il découvre ces arêtes de poisson, il les consolide, on a la preuve, il les consolide pour pouvoir construire des immeubles au-dessus, parce qu'ici le terrain n'est pas très stable. Elle va être connue de façon plus officielle et plus matérielle encore par le directeur du musée des Beaux-Arts, Palais Saint-Pierre, le premier directeur, François Artaud, qui était ami de Champollion et qui est passionné par les souterrains de Lyon. Il va écrire un livre sur les souterrains de Lyon. Il va avoir connaissance des arêtes de poisson et il va descendre avec un ami à lui qui est architecte, Chenavard, et qui va dresser le plan d'une partie des arêtes de poisson. Donc c'était déjà connu, donc au XVIIIe par les Collinettes, par Soufflot, par Villermoz, au XIXe par le responsable directeur du musée des Beaux-Arts, par l'architecte Chenavard. Après ça retombera dans un oubli, mais à mon avis tout relatif. On retrouvera les arêtes de poisson en 1939, quand on va commencer les travaux du tunnel de la Croix-Rousse, le premier tunnel. Personne n'en parlera, mais il est obligé qu'en faisant les travaux, il tombe dessus, puisqu'il y a d'une part le tunnel et d'autre part des galeries d'aération verticale. Donc comme c'est exactement à l'endroit des arêtes de poisson, ils sont forcément tombés dessus. Et le tunnel est inauguré en 1952, mais on n'a pas de trace de ce genre de découverte. Par contre, en 1959, il y a un éboulement dans une rue de la Croix-Rousse. On se demande pourquoi le sol s'est éboulé, et là, la voirie lyonnaise tombe sur les arêtes de poisson. Décide que c'est très dangereux qu'il y ait des souterrains sous les immeubles de la Croix-Rousse, et donc bétonne l'ensemble. C'est pour ça que quand vous visitez les arêtes de poisson, une grande partie des constructions, c'est du béton des années 60. Et les arêtes de poisson retomberont dans l'oubli et seront réanalysées, réétudiées de façon beaucoup plus sérieuse quand Gérard Collomb décidera de faire un tunnel de mode doux parallèle à l'actuel tunnel de la Croix-Rousse, où malheureusement on amputera les arêtes, ce qui est dommage. On va détruire 3 arêtes. Si vous traversez le tunnel piéton, juste au début, côté du Rhône, vous avez la marque d'une arête qui est laissée dans le mur. Alors ce qui est un dommage, c'est qu'ils aient muré cette marque d'arête
si j'avais été maire, j'aurais mis une vitre, et puis un projecteur derrière, et on aurait vu une vraie arête de poisson à travers la vitre. Ça aurait été mieux que rien, juste la forme de l'arête qui est incrustée dans le mur. Les arêtes de poisson font partie d'un questionnement de l'archéologie sur tout ce qu'on sait de notre passé. Et les arêtes de poisson embêtent, voilà, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc le mieux, c'est on n'en parle pas. Voilà. Ou on les mure, on ne les fait pas voir. C'est pour ça qu'elles ne seront pas visitées, mais elles ne sont pas visitables de toute façon. C'est pas visitable pratiquement, et intellectuellement, ce n'est pas visitable non plus, puisque c'est un mystère. Et que la structure, vous ne pouvez pas la voir, parce que quand vous êtes dans les arêtes de poisson, vous ne comprenez rien. Vous voyez un tunnel, 2 tunnels, 3 tunnels. Alors que si vous êtes en dehors, dans une image de synthèse, vous pouvez voir enfin se dégager la structure, la pensée de ces arêtes, qui est invisible, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc faut laisser le mystère là où il est. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer le mystère et qu'il ne faut pas essayer de l'approfondir et de le creuser. Mais ce n'est pas en allant voir qu'on va découvrir les choses, à mon sens. Il y a 4 façons d'appréhender la réalité. Il y a la façon intellectuelle, c'est le monde des idées. C'est le monde de Platon, en gros. Le monde de Mercure, le monde de l'information. Il y a le monde quotidien, celui dans lequel on est, le monde de la manifestation, ça on l'appréhende tous. Il y a le monde de l'imaginaire, parce qu'on imagine tous des choses. On a tous des fantasmes, on a tous des rêves. C'est le monde donc de l'imaginaire, le monde du cinéma, le monde des contes de fées, le monde du Père Noël, etc. Ça, c'est les 3 mondes dans lesquels tout le monde vit. Tout le monde a des idées, tout le monde a des images, et tout le monde vit dans la réalité quand même. Et puis il y a un 4e monde qui a été un peu mis en lumière par des philosophes comme Henri Corbin ou Gilbert Durand. Et ils ont appelé ce monde le monde imaginal. Alors qu'est-ce que c'est que le monde imaginal? C'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est des images. Donc une image, ça se voit par définition. Mais c'est une image réelle. Parce que le Père Noël, vous le voyez, mais il n'existe pas. Une église, par exemple, ou un temple, peu importe, ça existe. On peut se promener dedans, etc., etc. Mais la réalité exacte de cette construction, c'est pas celle-là. Ce que je disais avec les arêtes de poisson, ça existe. Et les arêtes de poisson, tout en existant, ne se voient pas. Puisque pour les voir, il faudrait aller sous terre pour en voir la structure. C'est un bel exemple de ce qu'est l'imaginal. L'imaginal, c'est quelque chose qui existe, mais qui est en même temps dans un autre univers. Et donc, quand on fait un lieu sacré, soit Delphes, soit n'importe lequel, eh bien, le but, c'est de faire un lieu qui soit différent du lieu habituel. Et la différence réside dans le fait que ce lieu va monter hors de l'espace-temps. Or, un souterrain, c'est tout noir, il n'y a plus d'espace. Et il n'y a plus de lumière non plus, donc il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lune, il n'y a plus de temps, il n'y a plus rien. Et pourtant, vous y êtes dans le souterrain. Vous êtes donc dans l'imaginal. Et vous n'êtes pas dans l'imaginaire. C'est pour ça que les initiations se passent souvent dans l'obscurité. Et les arêtes de poisson, c'est ça. Et on peut difficilement rêver un plus bel exemple de ce qu'est l'imaginal. D'abord parce que c'est un souterrain, hors espace-temps, et ensuite parce que c'est une structure géométrique. Et là, ça nous ramène
au solide de Platon, ça ramène surtout à l'information qui est géométrie. Fin 19e, on a cru intelligent de mettre une grosse pierre au bout d'un boulevard. Ni belle, ni... c'est pas du marbre, c'est un gros caillou. À l'emplacement, à mon avis, exact du sanctuaire des Trois Gaules, enfin, du parallélépipède et des deux colonnes avec les deux victoires. Si vous regardez ce gros caillou attentivement, vous remarquerez deux choses. Toujours. J'ai fait l'expérience des dizaines de fois. Si le temps s'y prête, et même s'il s'y prête pas vraiment, vous avez des enfants qui vont monter dessus. Bon, les enfants, ils aiment bien monter sur tout, on peut dire que c'est pas une preuve de rien du tout, c'est que les enfants aiment bien s'amuser. Mais les enfants ont peut-être accès à des vérités que nous n'avons plus. Premier point. Et deuxièmement, si le temps s'y prête, et qu'on voit le Mont Blanc depuis la Croix-Rousse, si vous mettez devant le gros caillou, avec le Mont Blanc derrière le gros caillou, vous apercevrez que le gros caillou est taillé en perspective du Mont, comme la perspective du Mont Blanc. Il fait la même ligne. Alors, c'est un hasard, ça m'étonnerait quand même. Si on étudie géobiologiquement la résonance du gros caillou, on s'aperçoit qu'elle est extraordinaire. Il dégage, comme on dit. Donc il y a autre chose. Et ce gros caillou symbolise, mais fait plus que symboliser, le côté prédictif qu'il y a dans la colline de la Croix-Rousse. Donc vous voyez comment il y a 2000 ans d'histoire écrite sous la colline qui englobe des tas de légendes. Alors le Graal, pour finir avec le Graal, puisqu'on était parti de là, je me suis dit que je délirais. Sauf que si on lit les archives historique de Lyon, on s'aperçoit que le monastère, l'abbaye plus exactement, de l'île Barbe, fondée par un Romain au IIIe siècle, converti au christianisme, qui s'appelle Longinus. Enfin, c'est la légende. Et cette abbaye de l'île Barbe va abriter le Graal. Alors celui de Chrétien de Troyes, pas sous forme d'une pierre, sous forme d'une coupe, la fameuse coupe de Joseph d'Arimathie. Sauf que les braves moines, tous les ans, pour l'Ascension, montraient le Graal aux Lyonnais. Depuis ce temps-là, depuis le haut Moyen-Âge, Charlemagne est venu à l'île Barbe aussi quand même, jusqu'à ce que le baron des Adrets, au moment des guerres de religion, volera la coupe et les moines n'auront plus rien à montrer. Le Graal était à l'île Barbe, ou disons un Graal. Et donc Lyon s'inscrit aussi dans cette tradition-là. C'est aussi pour ça que l'évêque de Lyon s'appelle le primat des Gaules. C'est en souvenir du sanctuaire des Trois Gaules. C'est aussi pour ça que lorsque Villermoz veut faire un grand congrès de la maçonnerie européenne, il essaye de le réunir à Lyon, et il appelle ça non pas le convent de France, mais le convent des Gaules, en souvenir du sanctuaire des Trois Gaules, bien entendu. Donc il y a une pérennité. Et donc ces arêtes de poissons incarnent sous terre cette pérennité qui est évidemment souterraine.